Depuis 2024, chaque alpiniste qui grimpe l'Everest doit redescendre au moins 8 kilos de ses propres excréments dans un sac spécial. Sinon, pas de papier, pas de certificat, rien. 8 kilos, pesés, comptés, exigés par la loi népalaise. Ça sonne comme une anecdote à raconter en soirée. Sauf qu'au-dessus de 8000 mètres, dans ce qu'on appelle la zone de la mort, le corps humain rationne l'oxygène sur absolument tout, y compris sur les intestins. Et ce geste que vous faites sans y penser 5 fois par jour devient une opération risquée, capable de coûter une gelure, une chute ou un accident vasculaire. Et ça, c'est avant même qu'on parle des bouteilles dans la tente, des entonnoirs cousus dans les combinaisons, et de pourquoi pousser là-haut peut être plus dangereux qu'on ne l'imagine. Reprenons calmement, parce que la situation mérite qu'on s'y arrête. La zone de la mort commence précisément à 8000 mètres et s'étend sur les 848 derniers mètres jusqu'au sommet. Ce nom n'a rien de poétique. Au-delà de cette altitude, aucun organisme humain ne peut s'acclimater durablement. On y survit, on ne s'y adapte pas. Le corps ne fait qu'emprunter du temps. Selon certaines estimations, 16 à 20 heures sans oxygène d'appoint avant que l'hypoxie, le froid et le mal aigu des montagnes ne deviennent réellement mortels. Dans ce compte à rebours, chaque geste, chaque minute passée dehors, chaque décision compte double. Imaginez la scène. Vous êtes au camp 4, vers 7900 mètres, enfermé dans une combinaison en duvet aussi épaisse qu'une couette, avec un masque à oxygène collé au visage. Il fait -20, peut-être -60 avec le vent qui souffle à 160 km/h. Et là, votre corps vous annonce, sans se soucier du décor, qu'il est temps d'aller aux toilettes. Sur le trottoir de votre quartier, ce serait un non-événement. Ici, c'est une décision logistique qui implique de retirer des gants, de gérer un masque, de ne pas glisser sur une pente sans corde fixe à proximité. Cette absurdité du décalage entre le banal et l'extrême, ce n'est pas une image forcée pour le récit. Elle est littéralement écrite dans la réglementation. En 1953, quand Edmund Hillary et Tenzing Norgay atteignent le sommet pour la première fois, avec une expédition de plus de 400 personnes, personne ne se soucie d'un quelconque système de gestion des déchets. On grimpe, on fait ce qu'on doit faire, et la montagne encaisse. 7 décennies plus tard, la montagne n'encaisse plus rien du tout. Au printemps 2023, on a récupéré 21 507 kg de déchets humains rien qu'au camp de base. Plus de 1000 personnes tentent le sommet chaque printemps, et chacune d'entre elles doit, à un moment ou un autre, résoudre ce même problème dans les mêmes conditions extrêmes. Alors la vraie question n'est pas de savoir pourquoi le Népal exige aujourd'hui 8 kilos de preuves. C'est de comprendre ce qui se passe réellement, à l'intérieur du corps, là-haut, pour qu'un besoin aussi élémentaire se transforme en un problème d'état, en un risque vital, en une équation que même les alpinistes les plus expérimentés redoutent d'affronter. Imaginez la scène. Vous êtes au camp 4, à près de 8000 mètres, et l'air autour de vous ne pèse plus grand-chose, littéralement. Au sommet, la pression atmosphérique s'effondre jusqu'à environ 337 hectopascales, moins d'un tiers de ce que vous respirez tranquillement chez vous. Ce chiffre paraît abstrait, mais il change absolument tout dans votre corps, y compris dans les recoins les plus intimes de votre tube digestif. Bienvenue dans un monde où les lois de la physique elles-mêmes se retournent contre votre confort le plus élémentaire. Pour mesurer à quel point l'air est raréfié là-haut, un exemple suffit. L'eau. Au niveau de la mer, elle boute à 100 degrés. Au sommet de l'Everest, elle entre en ébullition dès 68 à 71 degrés. Vous pourriez y plonger un œuf pendant 1 heure entière sans jamais le cuire correctement. La température n'est simplement pas suffisante. Si l'eau elle-même se comporte de façon aussi étrange sous cette pression, imaginez ce que cette même chute fait au gaz déjà présent dans vos intestins. C'est précisément là qu'intervient la loi de Boyle, ce vieux principe de physique qui explique pourquoi un ballon gonfle en altitude dans un avion. Moins la pression extérieure est forte, plus un gaz enfermé a tendance à se dilater. Or, votre côlon contient en permanence un peu d'air, produit par la digestion normale. Quand la pression ambiante chute aussi brutalement qu'en zone de mort,
Ces bulles internes se dilatent elles aussi, distendant votre abdomen de l'intérieur, sans que vous ayez rien mangé d'inhabituel. Ce phénomène porte même un nom officiel, et il a une histoire assez savoureuse. En 1981, deux médecins, Paul Auerbach et York Miller, l'observent après une randonnée dans les montagnes de San Juan, au-dessus de 3350 mètres. Ils baptisent la chose AFE, littéralement expulsion de flatulence en haute altitude. Un nom parfaitement sérieux, publié dans une revue médicale respectée, pour décrire ce que tout le monde préfère habituellement passer sous silence. L'explication initiale s'en tenait uniquement à la loi de Boyle et à la dilatation mécanique des gaz. Mais une étude de 2013 a ajouté une couche supplémentaire au mystère. Une partie du gaz proviendrait aussi du dioxyde de carbone qui diffuse directement depuis le sang vers l'intestin, comme si votre organisme cherchait une porte de sortie supplémentaire pour évacuer ce qu'il n'arrive plus à gérer normalement en altitude. Et ce n'est pas un phénomène réservé aux sommets extrêmes. Des chercheurs australiens ont mesuré une recrudescence notable de flatulence dès 1800 mètres d'altitude à peine, soit l'équivalent d'une station de ski un peu ambitieuse. Le pic survient généralement 8 à 11 heures après une montée rapide, ce qui signifie concrètement qu'après une journée d'ascension, votre soirée sous tente risque de devenir particulièrement sonore bien avant même d'approcher la zone de mort. Concrètement, dans votre tente partagée, à l'étroit dans un duvet qui sent déjà la sueur et le renfermer, votre ventre se met à gargouiller et à gonfler comme s'il avait sa propre volonté. Ce ballonnement n'est pas de la nervosité ni un mauvais repas. C'est votre physiologie qui répond, presque au millimètre, à la baisse de pression extérieure. Une sensation absurde, presque comique, de porter en vous un baromètre vivant. Mais voilà où l'histoire devient intrigante. Si le corps expulse tout simplement ce gaz en trop, comme une soupape naturelle qui se déclenche toute seule, où est le problème exactement ? Après tout, un peu d'air qui s'échappe, ce n'est jamais qu'une gêne sociale, pas un danger. Et pourtant, quelque chose de bien plus sérieux se joue dans ces intestins d'altitude. Quelque chose qui, chez certains grimpeurs, tourne à la catastrophe dans un sens, et chez d'autres, dans le sens exactement opposé. Imaginez deux alpinistes, encordés l'un à l'autre, gravissant la même pente, respirant le même air raréfié, et pourtant, leurs intestins vivent deux cauchemars diamétralement opposés. L'un court aux toilettes toutes les heures, l'autre n'y va plus depuis 3 jours et commence à se demander si son corps a simplement renoncé à cette fonction. Bienvenue dans la loterie digestive de l'altitude, où la même cause produit des effets contraires selon les organismes. Les chiffres confirment ce grand écart. Entre 30 et 36% des alpinistes qui s'attaquent à l'Everest souffrent de diarrhée pendant l'ascension. Un alpiniste sur 3, littéralement pris de court au pire moment. Mais au-dessus de 3000 mètres, c'est la plainte inverse qui domine chez les trekkers et grimpeurs, la constipation. Deux troubles opposés, nés de la même montagne, du même manque d'oxygène. Comme si le corps tirait à pile ou face pour décider comment il allait vous trahir. L'explication tient en un mot. L'hypoxie dérègle le péristaltisme, ces contractions musculaires qui font avancer les aliments dans l'intestin. Mais elle ne le fait pas dans une seule direction. Chez certains, le manque d'oxygène accélère et désorganise ces contractions, provoquant des spasmes et une évacuation précipitée. Chez d'autres, il les ralentit, presque les paralyse, et rien n'avance plus. Le même signal de détresse, envoyé au même organe, interprété de deux façons opposées selon la physiologie de chacun. Pendant ce temps, votre corps a établi ses priorités, et votre digestion n'en fait clairement pas partie. Face à l'hypoxie et à l'effort physique, l'organisme redirige le sang là où il juge la survie en jeu, le cerveau, le cœur, les muscles qui travaillent. L'intestin, lui, se retrouve en queue de peloton, littéralement moins irrigué. Un organe qui reçoit moins de sang fonctionne moins bien. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. À cela s'ajoute une autre couche de sabotage, le stress. L'altitude fait grimper le cortisol et l'adrénaline, ces hormones qui préparent le corps à fuir ou combattre un danger immédiat. Problème, ce même cocktail hormonal met la digestion en pause, comme si votre corps se disait qu'un tigre à affronter
était plus urgent que le repas de la veille à traiter. Sauf qu'ici, il n'y a pas de tigre, juste vous, une tente et un intestin qui a décidé de faire grève. Puis vient l'anorexie d'altitude, presque universelle au-dessus de 5000 mètres. L'envie de manger disparaît purement et simplement. Les études mesurent une chute de 30 à 50% des calories ingérées par rapport aux besoins réels. Imaginez-vous devant votre gamelle de nouilles lyophilisées, l'estomac noué non pas par la faim, mais par son absence totale, alors que votre corps aurait justement besoin de 2 fois plus de carburant qu'au niveau de la mer. Le résultat se lit directement sur la balance. Les alpinistes perdent en moyenne entre 4,5 et 9 kg sur une expédition à l'Everest. Une simulation en laboratoire, Opération Everest 3, a mesuré une perte moyenne de 5 kg, liée à un déficit calorique quotidien équivalent à environ 1000 calories manquantes chaque jour. Un corps qui maigrit à vue d'œil, pendant que son propriétaire s'accroche à une paroi de glace à moins 20 degrés Celsius. Et c'est là que le cercle devient vicieux. Un corps affamé, déshydraté et en détresse hormonale continue malgré tout à devoir digérer le peu qu'il ingère. Et cette digestion ralentie, désynchronisée, épuisée, ne fait qu'aggraver la constipation chez ceux qui y sont déjà sujets. Un intestin paresseux dans un corps à bout de ressources. Voilà le tableau. Mais un transit ralenti reste en soi un désagrément, pas un danger de mort. Alors pourquoi cet inconfort banal, ce simple ralentissement digestif que n'importe qui connaît un jour de constipation ordinaire, devient-il soudain l'un des moments les plus risqués de toute l'ascension? La réponse ne se trouve pas dans l'intestin lui-même, mais dans ce qui coule, ou plutôt ce qui ne coule plus assez bien, dans vos veines à cette altitude. Représentez-vous la scène. Vous venez de comprendre pourquoi votre ventre gargouille comme une cocotte minute et pourquoi, selon les statistiques, vous avez presque une chance sur 3 de finir la nuit avec une diarrhée. Mais l'autre camp, celui de la constipation, cache un mécanisme bien plus sournois. Et il commence par un chiffre qui donne le vertige. Sur l'Everest, votre corps perd en moyenne 3,3 litres de liquide par jour. Rien qu'en respirant l'air sec et raréfié, un homme peut évacuer près de 1900 millilitres d'humidité rien que par le souffle. Vous vous asséchez littéralement de l'intérieur sans même transpirer. À cela s'ajoute un phénomène que les alpinistes surnomment la diurèse d'altitude. Pendant les 3 ou 4 premiers jours d'acclimatation, le corps se met à uriner en excès, comme s'il paniquait face au manque d'oxygène et cherchait à se débarrasser de tout ce qui n'est pas essentiel. Résultat, jusqu'à 3 litres de liquide perdus en quelques jours seulement, en plus des pertes respiratoires. C'est pourquoi les guides répètent inlassablement de boire 3 à 4 litres d'eau par jour, sauf que sur une pente à moins 20 degrés, remplir sa gourde relève déjà de l'exploit. Et voici où le piège se referme. Quand le corps manque d'eau, il ne va pas la chercher n'importe où. Il la vole à votre gros intestin. Les selles, normalement gorgées d'humidité, se retrouvent asséchées, comprimées, durcies, littéralement pressées comme une éponge qu'on essore jusqu'à la dernière goutte. C'est le mécanisme direct de la constipation d'altitude. Ce n'est pas une question de nervosité ou d'alimentation, c'est de la plomberie physiologique pure, dictée par la survie du reste de l'organisme. Pendant ce temps, votre sang aussi change de texture. Face au manque d'oxygène, la moelle osseuse produit en urgence davantage de globules rouges, un phénomène appelé polycythémie. Cela améliore le transport d'oxygène, certes, mais épaissit le sang jusqu'à 38% à 5800 mètres. Imaginez remplacer l'huile fluide de votre moteur par un sirop épais. Ça circule, mais difficilement. Et à la moindre contrainte supplémentaire, le système peut se gripper. Cette contrainte supplémentaire, une étude menée sur des militaires en haute altitude en Inde l'a chiffrée de façon spectaculaire. Un risque d'événement thromboembolique multiplié par environ 30 après 1 an passé en altitude. Précisons honnêtement que ce chiffre vient d'une population militaire, pas d'alpinistes de l'Everest. L'extrapolation est tentante, mais reste une hypothèse de travail, pas une preuve directe.
Des cas de thrombose veineuse cérébrale ont tout de même été documentés chez des grimpeurs entre 2500 et 5500 mètres, liés justement à cette même polycythémie. Maintenant, associez ces deux ingrédients, un sang épaissi comme du sirop et un intestin constipé qui réclame un effort de poussée, et vous obtenez une réaction physiologique nommée manœuvre de Valsalva. C'est exactement ce que fait votre corps quand vous retenez votre souffle en poussant aux toilettes. Chez une personne en pleine santé au niveau de la mer, c'est anodin. Mais cette même poussée peut faire grimper la pression artérielle systolique au-delà de 300 mm de mercure en quelques secondes seulement. Un pic brutal qui réduit d'un coup le flux sanguin vers le cerveau. Prenez un instant pour ressentir ce que cela signifie concrètement. Accroupi dans le froid, à bout de souffle, avec un sang déjà épais et un cerveau déjà affamé d'oxygène. Vous ajoutez volontairement une surpression cardiovasculaire extrême. Ce n'est plus une gêne intestinale, c'est un cocktail physiologique digne d'un cas d'école cardiologique. Sauf qu'ici, il se joue à 7000 ou 8000 mètres, sans monitoring, sans médecin, sans marge d'erreur. Alors la question devient presque vertigineuse. Si sortir de la tente expose au gel en quelques minutes, et si rester à l'intérieur pour se soulager expose à ce genre de pic de tension mortel, que font réellement, chaque nuit, les grimpeurs coincés entre ces deux dangers? La réponse tient dans des objets aussi ordinaires qu'inattendus, cachés au fond de chaque tente du camp 4. Imaginez la scène. Minuit, moins 30 à l'intérieur de la tente, et une envie pressante qui n'attend pas que vous soyez prêt psychologiquement. Sortir? Hors de question. Au camp d'altitude, les alpinistes gardent au fond du duvet une bouteille à large goulot, réservée exclusivement à cet usage nocturne. Le principe est simple. On ne défait ni la tente ni les bottes, on reste couché, on vise et on referme le bouchon dans le noir en espérant ne rien renverser sur le sac de couchage qui vous garde en vie. Cette bouteille n'est pas un détail de confort, c'est une pièce d'équipement, aussi sérieuse que les crampons. Chaque sortie de la tente représente une exposition directe à un vent qui peut atteindre 160 km/h, avec une température ressentie plongeant jusqu'à moins 60. Quelques minutes suffisent pour que la peau exposée commence à geler. Alors on fait le calcul, glacial dans tous les sens du terme. Mieux vaut viser dans le noir que risquer un orteil en moins. Mais la vraie prouesse logistique arrive pendant l'ascension finale. Entre 8 et 12 heures d'efforts continus vers le sommet, sans pause véritable, sans tente où se replier. Là, les grimpeurs utilisent des canards, de petites bouteilles entonnoirs, ou des systèmes d'entonnoirs directement glissés à l'intérieur de la combinaison en duvet. Oui, on s'y prend en marchant, encordé, masque à oxygène sur le visage, dans un vent qui découpe la moindre parcelle de peau nue. Essayez d'imaginer la coordination requise. Vous portez des gants épais qui vous privent de toute dextérité fine, un masque qui limite votre champ de vision, des crampons qui mordent la glace à chaque pas, et il faut, au milieu de tout cela, manipuler un manteau noir sans ralentir la cordée. Ce n'est pas de la pudeur qui pousse les alpinistes à bricoler ces systèmes. C'est une pure question de survie logistique, dans une fenêtre météo qui ne pardonne aucun retard. Car s'arrêter pour sortir de la combinaison, à 8500 mètres en pleine nuit polaire, ce n'est pas anodin. Retirer des gants expose les doigts en quelques minutes seulement. Décrocher le masque à oxygène, même brièvement, prive le cerveau déjà affamé d'air d'une ressource vitale. Et un cerveau en hypoxie sévère prend de mauvaises décisions, à l'instant précis où il en faudrait de très bonnes. Ajoutez à cela la désorientation classique de l'altitude extrême, et un simple déséquilibre sur une pente exposée devient une chute. Rien d'anecdotique, c'est l'accumulation silencieuse de tous les dangers de la montagne, concentrés dans un geste qu'on ferait normalement sans y penser. Et voici ce qui surprend le plus. Il n'existe aucun standard universel pour gérer ce problème. Pas de valve miracle intégrée à toutes les combinaisons, pas de protocole unique adopté par toutes les expéditions. Chaque équipe, chaque guide, chaque alpiniste bricole sa propre solution. Sac, entonnoir, bouteilles de formes diverses, selon son expérience, son fournisseur,
parfois simplement selon ce qu'il a réussi à trouver au marché de Katmandou avant le départ. Ce qui fonctionne pour l'un peut être totalement inadapté pour l'autre, et personne n'a encore imposé de méthode de référence. Ce désordre organisationnel a un revers qu'on découvrira dans un instant. Chaque nuit, chaque bouteille remplie, chaque sachet utilisé dans une combinaison, ça reste quelque part sur la montagne. Multipliez ça par plus de 1000 grimpeurs chaque printemps, par des semaines entières passées sur les mêmes camps, sur les mêmes pentes. Alors une question s'impose, presque vertigineuse. Si des centaines de personnes se soulagent chaque jour dans des bouteilles et des sacs, sur les flancs de ce qu'on présente comme l'un des endroits les plus purs de la planète, où est-ce que tout ça finit vraiment? Revenons en 1953. Edmund Hillary et Tenzing Norgay atteignent le sommet, entourés d'une caravane de plus de 400 personnes. 362 porteurs, 20 Sherpas. Et devinez quoi? Aucun système de gestion des déchets n'existait. On faisait ses besoins où l'on pouvait, et la montagne encaissait sans broncher. Le problème, c'est que rien ne disparaît là-haut. Le froid ne décompose pas les excréments comme le ferait un sol tempéré, il les momifie. Littéralement. Ce que vous laissez derrière vous peut rester figé sur les pentes pendant des décennies, comme une capsule temporelle que personne n'a envie d'ouvrir. Multipliez ça par plus de 1000 grimpeurs chaque printemps, tous obligés de trouver un coin pour se soulager sur un itinéraire qui ne pardonne rien, et vous obtenez un problème d'accumulation vertigineux. En 2018, les porteurs ont redescendu environ 12 tonnes et 700 kilos de déchets humains, rien que sur l'Everest et ses voisins. Une estimation de 2019 chiffre à 7200 kg la quantité de matière fécale stagnant sur les portions supérieures de la montagne. Le camp 4, à près de 8000 mètres, point de départ de l'assaut final, est devenu la zone la plus chargée en résidus humains de tout l'Himalaya. Et la situation ne s'améliore pas toute seule. Au printemps 2023, une seule saison a produit 75 tonnes de déchets au camp de base, dont 21 507 kg rien que d'excréments humains. Imaginez ce chiffre transformé en camion-benne garé au pied de la plus haute montagne du monde. Ce n'est plus un détail scabreux pour faire rire vos amis autour d'une bière. C'est une crise sanitaire à l'échelle d'un massif entier, avec des risques bien réels de contamination des sources d'eau utilisées par les villages en contrebas. Face à ça, des ingénieurs ont tenté des solutions presque héroïques. Entre 2013 et 2018, le Mount Everest Biogas Project a essayé de construire un bioréacteur anaérobie capable de transformer les excréments des alpinistes en biogaz utilisable par le village de Gorakchep. Une idée brillante sur le papier, transformer le problème en ressource. Mais l'altitude, le froid extrême et la logistique himalayenne ont eu raison du projet, qui n'a jamais vraiment décollé à grande échelle. En 2019, une autre piste a émergé. Ecoloo, des toilettes sans eau, en partie inspirées directement par le chaos sanitaire de l'Everest. Puis, en février-mars 2024, le Népal a fini par sortir l'artillerie réglementaire. Chaque alpiniste tentant l'Everest, le Lhotse ou le Nuptse est désormais obligé de redescendre au minimum 8 kg de ses propres excréments, dans des sacs WAG spécialement conçus. Waste Alleviating Gel, résistant aux écarts de température, capable de neutraliser les odeurs et de transformer le tout en une masse solide, transportable. Sur l'amas d'Ablam, la norme tombe à 3 kg. Autrement dit, votre corps devient officiellement responsable, sac à dos compris, de son propre passage sur la montagne. Et voilà où toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. Ces 8 kilos ne sont pas une blague de potache glissée dans un règlement administratif. Ce sont, très concrètement, la somme de tout ce que vous avez découvert dans ce film. Un corps déshydraté qui a perdu plus de 3 litres de fluide par jour. Un intestin qui absorbe l'eau à outrance et durcit tout ce qu'il retient. Un sang épaissi par la polycythémie et un moment de poussée, la manœuvre de Valsalva, capable de faire grimper votre tension au-delà de 300 mm de mercure pendant que votre cerveau, déjà affamé d'oxygène, encaisse le choc. Alors, soyons honnêtes avec vous. Personne, dans aucune archive médicale, n'a jamais documenté une mort directement causée par une constipation sur l'Everest. Ce n'est pas ce genre de méchant qui frappe en pleine lumière,
avec une étiquette bien nette sur le certificat de décès. Mais l'acte d'aller aux toilettes là-haut réunit en un seul geste absolument tous les facteurs mortels de la montagne. Le sang épaissi qui tourne mal sous la pression. Le masque à oxygène qu'on retire dans un froid à moins 60 degrés ressenti. L'équilibre perdu sur une pente sans corde. C'est pour ça que les alpinistes ont inventé une dizaine de bricolages pour ne jamais sortir de la tente. Pas par pudeur, mais parce que chaque sortie est statistiquement un pari. Alors, vous, dans votre canapé bien chauffé, auriez-vous tenu 10 heures dans une combinaison en duvet, un entonnoir glissé à l'intérieur, en sachant que chaque respiration supplémentaire se compte et se paie? Ou auriez-vous abandonné dès l'approche du camp de base, en repensant très fort à votre salle de bain? Dites-le en commentaire, et racontez-nous jusqu'où vous seriez vraiment prêt à aller pour un selfie au sommet du monde.